mais plus tard, hein. Plus tard. Bonjour. Vous savez, le but de la chaîne est de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir. Refaisons un reboot. Encore. Get in. Et c'est également le nom d'un des premiers organismes donc, à peupler la Terre, en l'occurrence la mer, les archées, qui sont des cousins des bactéries, qui apparaissent d'ailleurs sans doute plus ou moins en même temps. Alors oui, mais non. Alors non, c'est pas pour clasher, hein. Non, parce que le drama, c'est bon que quand on n'a rien d'intéressant à dire. Là, ce qu'on va faire, c'est on va expliquer pourquoi cette théorie, elle est datée. Elle n'est pas fausse, mais elle est datée. Et on va pas râler sur le fait qu'un vulgarisateur parle des archées, parce que c'est quand même pas quelque chose dont beaucoup de gens parlent. On va faire de la pédagogie. Puis par la même occasion, vous allez voir qu'en fait, cette théorie, c'est la théorie que moi j'ai eue quand j'étais en licence, et qu'on a fait du chemin depuis. Donc non, pas de drama, et merci Bruce d'avoir parlé d'un truc dont personne ne parle, et qui est vachement intéressant. Mais il en a pas parlé, il l'a évoqué. Oui, mais c'est déjà mieux que rien. Bonjour, je vais pouvoir parler des archées. Est-ce que vous savez ce que sont les archées? Oui, ça fait écho à l'épisode 2 de la chaîne. L'épisode qui a vachement bien marché. Mais justement, je me suis dit, puisqu'on a fait un reboot de l'épisode 1, faisons un reboot de l'épisode 2. Alors déjà, vous le voyez avec ces deux photos, mais au niveau des points communs, les archées ressemblent physiquement beaucoup aux bactéries. Je sais, c'est du délit de sale gueule. Mais elles ont en gros la même taille, un seul chromosome qui flotte dans la cellule, ainsi que la même organisation de la transcription de leur ADN en ARN, appelée une organisation polycistronique. Rappelez-vous, on en a parlé dans un épisode sur les bactéries juste avant. C'est quand même bien foutu la chaîne. Tous boutique. Cependant, les archées possèdent également un arsenal moléculaire proche des eucaryotes. Oui, nous. Et après cette série sur les archées, on parlera de nos proches cousins, les Asgardiens. Ne vous prenez pas pour un dieu nordique pour autant. Mais bon, vous devriez quand même vous abonner pour pas rater cet épisode. Les archées ont des mécanismes proches de nous, comme des processus de transcription, de traduction et de réplication de l'ADN. Mais bon, explorons justement où se situent les archées dans l'arbre du vivant. Parce que ça aussi, ça a subi énormément de changements à travers l'histoire, et ça a été sujet à beaucoup de confusion. Même maintenant, vous voyez. Les archées partagent certaines caractéristiques avec les bactéries, comme l'organisation cellulaire typique des prokaryotes, des organismes sans noyau, avec un génome structuré en opérons. Mais si l'on se base sur le scénario qui consiste à dire que les premiers événements de spéciation au niveau de Luca, The Last Unknown Common Ancestor, le dernier ancêtre commun, auraient donné naissance à deux lignées, celle des bactéries d'un côté, puis une autre qui aurait donné les archées et les eucaryotes d'autre part. Les archées et les eucaryotes seraient donc des parents plus proches qu'ils ne le sont des bactéries. En effet, l'analyse de multiples génomes d'archées ont montré qu'ils partagent de nombreux caractères spécifiques avec les eucaryotes, notamment les machineries de traduction, de réplication et de transcription des archées présentent de fortes similitudes avec celui des eucaryotes, de nous, les cellules avec noyau. De même, de nombreuses similarités existent au niveau des facteurs de traduction de l'ARN polymérase, des facteurs d'initiation de la transcription, ainsi que de certaines enzymes impliquées dans la réplication et le débobinage de l'ADN. On trouve également la présence de structures appelées des exosomes, qui sont impliquées dans la maturation et la dégradation des ARN, et des histones, qui sont similaires aux eucaryotes, ainsi que des complexes protéines ADN évoquant ce que l'on appelle les nucléosomes. Une structure qui joue un rôle protecteur dans les milieux hyperthermophiles. En gros, ça protège l'ADN d'être dénaturé à cause de fortes températures. Dénaturé, ça veut dire détruit, en gros. De plus, des systèmes eucaryotes, comme la TPase vacuolaire et des voies de sécrétion, semblent présenter des similitudes avec celles des archées. En gros, il y a plein de petits mécanismes qui permettent de dire que les archées et les eucaryotes sont relativement proches. Certains processus de division cellulaire présents chez les archées montrent également quelques similarités avec les eucaryotes. Ne vous inquiétez pas, tout ça on détaillera légèrement plus tard. Enfin, des liens ont été caractérisés avec certaines enzymes des voies métaboliques. Ainsi, si l'on se base sur ces multiples ressemblances, les archées et les eucaryotes auraient donc des liens de parenté étroits. Félicitations, j'ai retrouvé votre grand-oncle. Le domaine des archées, c'est un truc assez récent. On a découvert ces petites bébêtes en 1970, lorsque Carl Woese s'est penché sur la séquence d'ADN 16S. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le 16S, déjà il y en a 3, et 2, vous devriez aller les voir, elles sont vachement intéressantes. Et puis allez les voir juste après, comme ça fera lien. Mais bon, laissez un petit pouce, un petit commentaire avant quand même. Mais bon, bref, si vous ne savez pas, le 16S c'est plus ou moins une sorte d'empreinte digitale qui permet d'identifier un micro-organisme. Et on a fait du chemin depuis cette découverte. Beaucoup de chemin.
la communauté scientifique a été un petit peu chamboulée à la fin des années 70 par la découverte d'un tout nouveau groupe d'organismes, les archées. Carl Woese et ses collègues ont étudié les relations entre les prokaryotes à l'aide des séquences d'ADN et ont découvert qu'il existait deux groupes différents. Des organismes qui vivaient à des températures élevées, on dit qu'ils sont thermophiles, ou des organismes qui produisaient du méthane, des méthanogènes. Et ces organismes se sont regroupés en un groupe bien éloigné des bactéries habituelles et des eucaryotes. Et ça, en général, c'est un signe que c'est pas du tout le même groupe. Alors, le premier groupe fut celui des bactéries classiques, nommé Eubactéries, E pour vrai. Quant au second, il réunit un groupe considéré comme plus primitif, du fait que certains de ces micro-organismes possédaient un métabolisme supposé être primitif, car bien adapté à l'atmosphère de la jeune Terre. Donc il y avait beaucoup de CO2 et pas d'oxygène. Ce groupe a été appelé les archébactéries, pour le grec archaïos, qui veut dire ancien, et a été baptisé après arché. Vous noterez que j'ai dit supposé, ça servira pour plus tard. En raison de cette grande différence dans leur constitution génétique, Woese a proposé que la vie soit donc divisée en trois modèles, les eucaryotes, les eubactéries et les archébactéries. Il décida plus tard que le terme archébactérie était un terme inapproprié et le raccourcit en arché. Oui, parce que ce ne sont pas des bactéries qui sont vieilles, ce sont des organismes à part entière. Oui, parce qu'en plus, archébactérie veut dire ancienne bactérie. Et c'est pas un groupe si ancien que ça. Je vous ai dit, on a appris plein de trucs. Parce que depuis le séquençage de nombreux génomes d'archées, on a trouvé énormément de choses. En même temps, quand on cherche, on finit par trouver. Et on a mis à jour le fait que ces micro-organismes seraient plutôt à mi-chemin entre les bactéries et les eucaryotes, mais aussi que les archées ont tout un tas de gènes qui leur sont propres. Alors oui, au début, la communauté scientifique a eu quelques doutes, ce qui est un peu normal. Non, parce que c'est pas parce qu'on prétend être Jean-Michel Gros Cerveau et qu'on a trouvé soi-disant un truc de ouf qu'il faut forcément l'accepter tout de suite. Il y a l'inverse. C'est pas parce que des gens critiquent votre découverte que vous êtes un chercheur de génie révolutionnaire. Vous êtes peut-être juste un clochard. Le melon, tout ça. Toutefois, à ce stade, deux points de vue se font face. Le premier consiste à dire que les archées, les bactéries et les eucaryotes sont trois lignées spécifiques et distinctes, et qui dérivent toutes d'un même ancêtre commun, on dit qu'elles sont monophylétiques. C'est donc la théorie de l'arbre à trois dimensions. Selon cette hypothèse, on serait à même de supposer que les caractéristiques spécifiques des eucaryotes auraient pu être présentes dès l'euca, le dernier ancêtre commun, et que donc cette lignée cellulaire a donné les bactéries et les archées. Et ces caractéristiques eucaryotes plus complexes auraient disparu chez les archées et les bactéries. Alors cette théorie, elle a des bases scientifiques qui la soutiennent, comme le fait que l'évolution peut fonctionner dans les deux sens, à savoir on peut simplifier un organisme complexe, mais on peut également complexifier un organisme simple, donc ça prend juste quelques millions d'années. Mais ce dernier scénario, à savoir le fait que les bactéries et les archées proviendraient de la simplification d'un ancêtre commun plus complexe, c'est pas mon préféré. Il a eu son moment de gloire, je dis pas, mais c'est pas mon préféré. Puis bon, avoir quelque chose de complexe, puis de simple, puis de recomplexe, pour moi ça fait pas beaucoup de sens. Mais je suis pas un spécialiste de l'évolution non plus. Et il y a cependant une seconde théorie, qui est un peu plus à la mode en ce moment. Oui, il y a des modes dans la recherche. Cette seconde théorie considère que les gènes codants pour les fonctions nucléaires chez les eucaryotes rappellent plutôt ceux présents chez les archées, alors que ceux codants pour certaines étapes du métabolisme font, quant à elles, allusion aux bactéries. Alors il est possible d'émettre l'hypothèse selon laquelle les eucaryotes dériveraient d'une association entre archées et bactéries. C'est quelque chose qui est souvent étudié. D'ailleurs, il y a beaucoup de labos qui travaillent dessus. Mais bon, on n'en sait pas plus pour le moment. Il nous manque un petit détail. Dans ces conditions, l'arbre universel serait alors constitué de deux domaines, celui des bactéries d'une part et celui des archées d'autre part. Les eucaryotes appartiendraient donc au domaine archéen. Sur la base de cette théorie, plusieurs hypothèses se sont confrontées quant à la lignée d'archées à l'origine des eucaryotes. Ainsi, certains auteurs suggèrent que les eucaryotes dériveraient d'une association entre une bactérie gram négative, on en a parlé des bactéries gram négatives, et une archée de la lignée des crénarchées. On n'en a pas parlé du tout des crénarchées. Et d'ailleurs, c'est pas spécialement important. D'autres considèrent que ce sont des archées qui proviennent des euryarchées qui est à l'origine des eucaryotes. Selon cette dernière suggestion, les cellules symbiotiques résulteraient de la symbiose entre une archée similaire des thermoplasmatales, un organisme vivant souvent en milieu acide et utilisant le soufre comme accepteur d'électrons, ne respirez pas du soufre, c'est mortel, et une bactérie spirochète. Puis ça se serait suivi de l'incorporation d'une alpha-protéobactérie ou d'une cyanobactérie, qui aurait donné naissance aux mitochondries et aux chloroplastes. Toutefois, selon certains chercheurs, le manque de gènes chez les eucaryotes, évolutivement proches des thermoplasmatales ou des spirochètes, viennent contredire ce scénario. On a un deuxième scénario. Ce serait une archée parente des méthanogènes et une alpha-protéobactérie, ou une delta-protéobactérie. Oui, vous voyez, même là, on n'est pas sûr de quelle bactérie ce serait. Puis on a encore une troisième théorie, qui serait une gamma-protéobactérie et une archée du type Pyrococcus. La symbiose étant probablement réalisée dans un environnement très chaud.
On aurait aussi une théorie sur l'assimilation par une Tomarchaeota qui aurait gobé un organisme qui appartiendrait au Planctomycète, ou au Verrucomicrobia, ou au Chlamydia. Voilà, vous voyez, il y a encore 3 organismes possibles. La 5e théorie, et celle qui est ma petite préférée, et qui est de plus en plus à la mode, c'est celle qui est que l'on descendrait des Asgardiens. Non, pas cela. Un groupe d'archées qui partagerait beaucoup de similitudes avec nous, qui aurait gobé une bactérie pour donner la mitochondrie. Mais les Asgardiens, il y aura 2 épisodes dédiés dessus, parce que c'est un sujet super cool. Et ce sera d'ailleurs après les archées. Voilà, ne ratez pas l'épisode, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Donc pour le moment, le rôle des archées, il est ultra étudié. Et de nombreuses théories ont vu le jour au fur et à mesure des découvertes. C'est comme ça que ça marche la science. C'est un domaine très actif et c'est pour ça qu'on va l'aborder plus tard, parce que ça va demander beaucoup d'explications. Mais bon, ça c'est l'origine de la vie eucaryote, donc ça mérite quand même une jolie vidéo. Les archées présentent une grande diversité en termes d'habitat, de métabolisme et de structure cellulaire. Oui, on dirait pas comme ça, mais pourtant si. Ils sont répartis en à peu près 15 phylums, ou lignées, parmi les plus connus étant les Crénarchées, les Euryarchées, les Corarchées et les Nanoarchées, ainsi que les Tomarchées et les Asgardiens. Dans tous ces phyla, on a différentes variations. Par exemple, les Euryarchées sont plus apparentés aux bactéries et regroupent 9 ordres. Les méthanopyrales, les thermococcales, les méthanococcales, les méthanobactériales, les archéoglobales, les thermoplasmatales, les allobactéries, les méthanosarcinales et les méthanomicrobiales. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu de tout ça? Oui, techniquement oui, vous n'avez pas besoin de les retenir, mais oui. On a aussi des archées dénommées des nanoarchées, qui présentent un mode de vie alors inconnu. Parce que ces archées sont extrêmement petites, mais elles sont également souvent parasites ou syntrophes. Ça veut dire qu'elles vivent en association avec d'autres archées. Ainsi, par leur grande diversité, les euryarchées occupent une très grande diversité au niveau écologique. En effet, on trouve à la fois des hyperthermophiles, c'est-à-dire des micro-organismes qui vivent dans des très fortes chaleurs, ou des mésophiles, des organismes qui vivent dans des températures dans lesquelles nous vivons, mais également des thermoacidophiles, ou des acidophiles, ou des halophiles, des organismes qui vivent dans le sel. Bien entendu, il existe un grand nombre de lignées pour lesquelles aucun représentant n'a été isolé, ce qui fait que les lignées ne sont pas encore valides, mais dont la diversité est comparable, voire supérieure à celle de certains ordres déjà caractérisés, notamment les Tromarchaeota, qui représentent 25% de la biomasse des océans. C'est beaucoup, 25%. Ils sont également présents dans l'eau douce, les sols et les sources d'eau chaude. Donc en plus, ils sont présents un peu partout. L'ordre des Corarchaeota provient directement des sources chaudes de Yellowstone. Oui, il y a des micro-organismes dans les lacs acides. En fait, le phylum des Corarchaeota représenterait une lignée profonde des archées, avec une affinité apparente pour le phylum des Crénarchaeota. Tout ça, c'est une histoire de famille. On a aussi des Lokiarchaeota, qui ont été extraits d'un endroit appelé le château de Loki, qui leur a donné leur nom, et qui est le premier embranchement des Asgardiens, qui s'est étoffé après avec les Torarchaeota, qui ont été découverts en Caroline du Nord, par une équipe texane. Rien à voir avec le château de Loki. Mais ça compte quand même, parce qu'elles étaient proches, phylogénétiquement parlant. Mais tout ça, c'est juste des exemples. J'allais pas non plus vous faire tout le catalogue des archées sur une très longue et très chiante vidéo. Puis à la fin, ça aurait vraiment été très chiant. Présentes dans des environnements très variés, y compris les plus extrêmes, les archées constituent près de 20% de la biomasse totale, et à ce titre occupent une place fondamentale en écologie microbienne et dans notre environnement en général, car elles influencent de manière significative les cycles biogéochimiques. À ce jour, plusieurs centaines de génomes ont été séquencés. Ces résultats ont permis de rapporter une quantité d'informations massive, mais nécessaire à la classification des archées, et dans la compréhension de leur diversité. De plus, ces études ont également permis de mettre en avant la place jouée par les archées dans l'évolution et dans la compréhension de l'origine de la vie. Issues d'une cellule originelle, universelle, encore mal définie, les archées seraient apparues suite à une séparation avec les bactéries et auraient joué un rôle déterminant dans l'apparition des cellules eucaryotes. C'est le divorce avec le plus de conséquences de toute l'histoire. Bien que ces hypothèses se basent sur les caractères communs entre archées et eucaryotes, de nombreuses questions restent cependant ouvertes sur la nature exacte de cet ancêtre, ainsi que le rôle des virus, parce que oui, on n'a pas parlé des virus, mais ils ont joué un rôle monstrueux aussi dans l'apparition des eucaryotes, et la relation qui a mené à la naissance d'une cellule eucaryote ancestrale, sur l'évolution de leur membrane lipidique, mais également sur leur métabolisme encore peu étudié. Donc comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Parce que ça reste les organismes les moins connus et surtout les plus mal connus en microbiologie. Le bon côté avec le progrès scientifique, c'est que ça permet de résoudre de nombreux problèmes. Si, je vous jure.
Par exemple, on a du mal à cultiver énormément de micro-organismes. Et bien qu'à cela ne tienne, on a la bonne idée d'avoir recours au séquençage. Ça nous a permis d'identifier une ribambelle, oui, une ribambelle, d'organismes qu'on n'arrive toujours pas à cultiver de nos jours. Par exemple, on a un groupe appelé les Dépanes, comme Olivier de Carglass, il dépane lui aussi, tels que des nano-archées ou même des archées qui sont quasiment devenus des symbiotes. Bref, des trucs ultra cool mais aussi ultra prise de tête. Mais évidemment, le summum du progrès, c'est l'étude des Asgardiens. Non, pas cela. Les Asgardiens font partie d'un groupe d'archées qui sont très proches de nous, à tel point qu'on estime aujourd'hui que non seulement ces micro-organismes sont nos ancêtres très proches, mais également que le premier eucaryote viendrait de ce machin-là. Un des arguments en faveur de ça, c'est que les Asgardiens partagent beaucoup de mécanismes avec les eucaryotes. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, encore une fois, abonnez-vous pour pas le rater. Donc bref, retenez, archées, ancêtres très proches. Parce que ces petites bêtes se sont séparées des bactéries il y a longtemps. Et un des organismes qui résulte de cet embranchement s'est également séparé et a donné, nous. Donc non seulement on les étudie pour en apprendre plus sur les débuts de la vie sur Terre, mais aussi pour des applications chez les eucaryotes. On les étudie aussi pour un truc qui s'appelle l'exobiologie. Peut-être que ça vous intéresse, peut-être qu'on en parlera un jour, faudra le mettre en commentaire, si ça vous intéresse. Il se pourrait que je fasse une ou deux vidéos dessus. Alors oui, je vous vois venir, mais vous vous demandez à quoi ça ressemble à une archée. Ça ressemble à une bactérie. Morphologiquement parlant, c'est pas la fête. Donc c'est une des raisons pour laquelle on galère à les identifier. Ça et le fait qu'au début on pensait qu'elles étaient toutes extrémophiles. Ça aussi c'est faux. Mais même si elles ressemblent morphologiquement à des bactéries, elles ont tout un tas de caractéristiques qui les rendent uniques, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et on va voir ça dans le prochain épisode. Donc voilà, c'était le premier épisode sur la deuxième version des archées. C'était un gros morceau. J'espère que ça a été clair, j'espère que c'était intéressant et j'espère que ça a un peu éveillé votre intérêt sur ces organismes que sont les archées. Des organismes qui mériteraient d'être un peu plus connus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie également de me suivre sur YouTube. N'hésitez pas à faire les petites plaisanteries habituelles, vous savez, le petit pouce, le commentaire, s'abonner et surtout partager, ça fait vivre la chaîne, et moi ça me fait plaisir, toutes ces petites blagues. Je vous dis à la prochaine pour la suite des archées. Et je vous dis également à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.